Imaginez un instant que vous êtes au milieu d'une salle de bal illuminée par des lustres en cristal. L'air sent le parfum cher et la cire fondue. Les dames, drapées dans d'énormes crinolines, portent sur leur corps des couches et des couches de jupons, de corsets ajustés et de jupes qui ressemblent à des tentes. Elles marchent d'un pas calculé, avec des sourires étudiés, tandis que la musique d'un violon emplit la pièce. Tout semble parfait, élégant, presque magique. Mais soudain, la nature appelle. Une question inconfortable surgit, celle que personne n'osait formuler à voix haute. Comment ces femmes pouvaient-elles soulever toute cette montagne de tissus pour faire quelque chose d'aussi simple que d'uriner? Et encore plus déconcertant, comment géraient-elles leur menstruation au milieu d'une telle armure textile? Bienvenue à l'ère victorienne, une époque que nous imaginons souvent comme le summum de la sophistication, de la courtoisie et de la beauté classique. Cependant, derrière les éventails et les dentelles, existait une réalité bien moins glamour. Ce fut une époque où l'hygiène personnelle devint un défi monumental. Pour la plupart des femmes, chaque jour était une lutte constante contre les limites imposées par la mode, par la morale et surtout par l'absence de commodité moderne que nous tenons aujourd'hui pour acquise. La reine Victoria, avec son autorité et son charisme, a transformé ses robes gigantesques en symbole de féminité et de respect social. Porter une jupe à cerceau gigantesque était un signe de statut, de pureté, d'appartenance à un idéal de femme délicate et presque éthérée. Cependant, derrière cette image angélique, les femmes cachaient un calvaire que très peu d'historiens se sont arrêtés pour raconter. Les livres nous montrent souvent des peintures de dames élégantes se promenant dans des jardins impeccables ou posant pour des portraits solennels. Mais on parle rarement de ce qui se passait sous les couches de soie et de velours, transpiration piégée, odeurs difficiles à dissimuler et l'impossibilité de se rendre discrètement aux toilettes. Car à l'époque, les toilettes modernes étaient encore un luxe inexistant et la plupart de la population ne connaissait même pas le concept de toilette à chasse d'eau. Alors, que faisait-elle lorsque l'urgence était inévitable? Où allaient ces femmes prisonnières de la mode et de la morale victorienne? Dans cette histoire, nous nous plongerons dans les secrets cachés de cette époque, où la grandeur des robes contraste avec la dureté de la vie quotidienne. Un voyage au cœur de ce qui n'a jamais été raconté. Comment elles se soulageaient, comment elles se nettoyaient, comment elles affrontaient leur cycle menstruel et comment elles tentaient de maintenir intacte l'image de grâce et de perfection au milieu de l'inconfort le plus absolu. Sous la splendeur de l'ère victorienne se cachait un secret malodorant. L'hygiène était un champ de bataille perdu. Pendant une grande partie du XIXe siècle, les toilettes à chasse d'eau n'étaient aucun rêve, une idée futuriste qui semblait plus proche de la fantaisie que de la réalité. Les grandes villes d'Europe, en plein essor industriel, n'avaient pas encore adopté le concept d'égout souterrain ni d'eau courante dans les foyers. Par conséquent, lorsque le besoin se faisait pressant, les gens faisaient ce qu'ils pouvaient, où qu'ils soient. On disait avec résignation, « Quand il faut y aller, il faut y aller ». Pour de nombreuses familles, cela signifiait trouver un coin sombre derrière un arbre, un champ ouvert ou, dans la plupart des cas, un pot de chambre à l'intérieur de la maison. Le pot de chambre, cet objet humble et quotidien, était également connu sous le nom de bassinoire ou jerry dans l'argot britannique. Ce n'était rien de plus qu'un récipient en céramique ou en métal qui recueillait l'urine et les excréments. Et oui, il était si courant qu'il devint un symbole de la vie quotidienne. Avoir un pot de chambre n'était pas un luxe, c'était une nécessité. Celui qui en était dépourvu devait sortir, s'exposant au manque d'intimité, aux intempéries, et dans les villes densément peuplées, au regard des autres. Mais posséder un pot de chambre ne garantissait pas non plus le confort. Après chaque utilisation, quelqu'un devait le vider, et cette tâche incombait généralement aux servantes, aux domestiques ou aux membres de la famille eux-mêmes. Et voici le détail le plus désagréable. Son contenu était jeté directement dans la rue. Les rues de Londres, Paris ou Manchester n'étaient pas seulement remplies de boue et de suie industrielle, mais aussi d'urine et d'excréments. Des fenêtres des maisons, les gens jetaient le contenu du pot de chambre avec un cri d'avertissement. « Gardez l'eau !» Un avertissement aussi inutile que tardif, car les malheureux passants avaient à peine le temps de s'écarter. Ainsi, la vie urbaine devenait un véritable champ de mines de déchets.
Il n'est pas étonnant que les chaussures à talons et les parapluies, que nous associons aujourd'hui à la mode, étaient en réalité des outils de survie. Le talon servait à élever un peu le pied et à éviter qu'il ne s'enfonce dans la saleté des rues, tandis que le parapluie pouvait être utile non seulement contre la pluie du ciel, mais aussi contre la pluie imprévue tombant des fenêtres. Dans les maisons les plus opulentes, la situation n'était que légèrement différente. Les pots de chambre étaient astucieusement cachés dans des armoires ornementées, des meubles décoratifs ou même des chaises qui semblaient élégantes à première vue, mais qui dissimulaient un récipient à l'intérieur. Les domestiques parcouraient les couloirs plusieurs fois par jour pour les vider et les nettoyer, tentant de maintenir une apparence d'ordre au milieu d'un système profondément anti-hygiénique. Même les nobles et la royauté dépendaient de cette méthode rudimentaire, quel que soit le luxe qui les entourait. Mais la grande question restait: où allaient tous ces déchets une fois vidés? La réponse est inquiétante. Dans de nombreuses constructions, surtout dans les bâtiments hauts, existaient les soi-disant garde-robes, des latrines de style médiéval qui surplombaient en les rues ou les ruelles. Quand venait le moment de vider, l'instruction était simple: ouvrir la trappe et laisser tomber le contenu. Le résultat était le même: des rues imprégnées d'une odeur insupportable, des maisons qui sentaient constamment les déchets humains et des quartiers entiers qui s'étouffaient littéralement dans leur propre saleté. Le plus surprenant, c'est qu'en temps de guerre, ces déchets acquéraient une valeur inattendue. Pendant les guerres napoléoniennes et la guerre civile anglaise, des agents du gouvernement parcouraient les maisons pour collecter l'urine car on en extrayait du salpêtre, un composant essentiel dans la fabrication de la poudre à canon. Ainsi, involontairement, la population contribuait à alimenter l'effort de guerre avec le liquide le plus intime et le plus quotidien de son corps. Dans ce contexte, les femmes victoriennes, piégées sous des kilos de tissu, n'avaient rien de facile. Chaque passage aux toilettes était un défi logistique: soulever les jupons, les corsets, les couches de crinoline et, parfois, le faire avec l'aide de plusieurs servantes. Le simple fait de se soulager se transformait en un rituel inconfortable et, souvent, public. À une époque obsédée par la modestie, l'intimité pour quelque chose d'aussi naturel était un luxe rare. Parmi les énigmes les plus curieuses de l'époque victorienne figure la question des sous-vêtements féminins. Étonnamment, pendant une grande partie du XIXe siècle, les dames ne portaient mal ce que nous appellerions aujourd'hui des culottes. Sous ces montagnes de tissus, elles n'étaient tout simplement pas nécessaires. Avec tant de couches de jupons, de jupes et de crinolines, ce qu'il y avait ou non en dessous passait inaperçu. La pudeur de l'époque ne résidait pas dans les sous-vêtements, mais dans l'apparence extérieure. Dentelles impeccables, corsets ajustés, tailles de guêpe et jupes volumineuses qui cachaient tout secret. Cependant, la mode ne tarda pas à engendrer des situations embarrassantes. Ces énormes crinolines, en forme de cloche, étaient si rigides qu'elles pouvaient se soulever avec une simple rafale de vent. Imaginez une dame se promenant dans un parc londonien et, soudain, le vent montrant plus que ce que la morale victorienne n'était prête à tolérer. C'est alors que la société a murmuré qu'il était temps d'introduire un nouveau type de vêtements, les soi-disant culottes fendues ou culottes à entrejambes ouverts. Ces vêtements ne ressemblaient en rien aux sous-vêtements actuels. C'étaient comme deux jambes de pantalon unies à la taille, mais séparées au niveau de l'entrejambe. Cette ouverture remplissait un but très pratique: permettre aux femmes de se soulager sans avoir besoin de soulever des kilos de tissu et sans défaire la complexe architecture de corsets et de jupons. Quand la nature appelait, la dame pouvait simplement se placer au-dessus d'un pot de chambre et, avec une manœuvre subtile, résoudre le besoin sans perdre complètement sa contenance. Les pots de chambre féminins se sont également adaptés à cette réalité. Contrairement aux pots ronds utilisés par les hommes, ceux destinés aux femmes étaient ovales et avec un design concave qui s'ajustait mieux entre les cuisses. Ainsi, une dame pouvait glisser discrètement le récipient sous sa jupe sans avoir besoin de se pencher complètement. Si la manœuvre était faite avec dextérité, personne dans la pièce ne remarquait ce qui se passait sous cette montagne de tissu. Dans les bals de la haute société ou les réceptions de palais, il existait des pièces réservées à ces moments délicats. Là, plusieurs domestiques agissaient comme des infirmières sur un champ de bataille. L'une tenait les couches de la robe, une autre plaçait le pot de chambre dans la bonne position
et une troisième s'occupait du nettoyage rapide avec un chiffon humide. En quelques minutes, la dame était prête à retourner au salon, radieuse comme si rien ne s'était passé. Le tout afin que la grâce et l'élégance ne soient jamais compromises par un besoin physiologique. Mais toutes les femmes ne bénéficiaient pas de ces privilèges. La plupart, surtout celles des classes humbles, devaient recourir à des méthodes plus rudimentaires. Elles plaçaient le pot de chambre sur le sol, soulevèrent suffisamment leurs jupes et s'accroupissaient sans l'aide de personne. Le nettoyage était beaucoup moins raffiné. Vieux chiffons, papiers usagés, feuilles, même des épis de maïs secs. La différence entre les dames riches et les pauvres ne résidait pas seulement dans la qualité de la robe, mais aussi dans la manière dont elles pouvaient satisfaire leurs besoins les plus élémentaires. En définitive, les sous-vêtements et les crinolines n'étaient pas seulement un symbole de mode, mais aussi un reflet de la lutte entre l'apparence et le confort, entre le besoin biologique et les exigences d'une société obsédée par l'image. Chaque couche de tissu était un mur qui séparait la femme de son propre corps, et en même temps, un rappel que même l'intime pouvait devenir un acte public. S'il est déjà inconfortable d'imaginer les femmes victoriennes manœuvrant avec des pots de chambre sous leurs jupes, la question inévitable est « comment se nettoyaient-elles après ?» Ici, nous entrons dans un domaine encore plus brut, un aspect que l'histoire officielle ne mentionne presque jamais, mais qui a marqué la vie quotidienne de millions de personnes. La vérité est que les méthodes de nettoyage étaient aussi rudimentaires que surprenantes, et aujourd'hui, elles nous sembleraient de véritables tortures déguisées en coutumes. L'une des ressources les plus courantes était l'épi de maïs séché. Oui, tel quel. Après avoir retiré les grains, l'épi était utilisé comme une sorte de brosse rugueuse que l'on passait encore et encore sur la peau. Bien que cela semble grotesque, c'était un instrument durable et réutilisable, qui pouvait être rincé de temps en temps, bien qu'il fût rarement lavé correctement. Pour nous, habitués au papier toilette doux, la simple idée est insupportable, mais pour eux, c'était une pratique habituelle et acceptée. Une autre méthode assez populaire consistait à utiliser des éponges de mer attachées à un bâton. Ces éponges, considérées comme plus douces, étaient ensuite plongées dans un seau communautaire rempli d'eau salée ou de vinaigre. Après chaque utilisation, elles étaient pressées et réutilisées, encore et encore, par plusieurs personnes. Le concept d'hygiène était complètement différent. L'important n'était pas la propreté telle que nous l'entendons aujourd'hui, mais simplement d'éliminer les restes visibles pour pouvoir continuer la journée. Mais l'inventivité ne s'arrêtait pas là. Les plus pauvres, qui ne pouvaient accéder ni aux éponges ni aux épis de maïs, avaient recours à ce qu'ils avaient sous la main. Pierre lisse, terre, argile, feuilles sèches, paille et même coquillages faisaient en partie du répertoire improvisé de papier toilette de l'époque. Il est facile d'imaginer l'inconfort, les irritations et les infections que de telles méthodes pouvaient provoquer. Cependant, pour eux, c'était simplement la norme, ce qui se faisait depuis des temps immémoriaux. Au fil des ans, l'accès au papier commença à se répandre peu à peu. Nous ne parlons pas de papier toilette tel que nous le connaissons, mais de vieux journaux, de catalogues de vente par correspondance ou de magazines usagés. Il était courant que les pages de l'almanach du mois précédent finissent dans le pot de chambre, transformées en feuilles de nettoyage improvisées. Cela offrait une certaine amélioration, mais restait une ressource rugueuse et peu confortable. Le véritable papier toilette, doux, en rouleau et spécifiquement conçu à cet effet, n'apparut qu'à la fin du XIXe siècle, lorsque des brevets commencèrent à être enregistrés en Angleterre et aux États-Unis. Cependant, sa production massive ne se généralisa qu'au début du XXe siècle. Autrement dit, toute une génération de victoriennes dut se contenter de méthodes qui nous sembleraient impensables aujourd'hui. L'expérience d'aller aux toilettes, par conséquent, était loin d'être rafraîchissante ou privée. C'était une tâche inconfortable, souvent douloureuse et toujours imprégnée d'odeurs difficiles à oublier. Les femmes, prises au piège sous des kilos de tissu et pressées par les exigences de la mode, devaient y supporter ces procédures avec une sérénité forcée, comme si l'inconfort n'existait pas. La société attendait d'elles grâce, silence et discrétion, même dans les moments les plus intimes. En résumé, le nettoyage après les besoins à l'ère victorienne était un mélange d'ingéniosité et de brutalité. Un rappel que l'élégance extérieure cachait une vie quotidienne rude, où le corps et ses fonctions étaient gérés de manière grossière mais inévitable.
Si l'hygiène quotidienne était déjà un défi pour les femmes victoriennes, affronter les menstruations transformait tout en un véritable calvaire. À une époque sans serviettes hygiéniques jetables, sans tampons, sans produits d'hygiène féminine modernes, les femmes ont dû faire preuve de créativité, d'ingéniosité et souvent de résignation. Mais la première chose que nous devons comprendre est que leurs cycles menstruels n'étaient pas les mêmes que les actuels. La biologie de la femme victorienne était marquée par 3 facteurs. Premièrement, bien que la puberté commençât à des âges similaires à ceux d'aujourd'hui, entre 12 et 14 ans, la ménopause arrivait beaucoup plus tôt, parfois même dans la trentaine. Deuxièmement, la dénutrition fréquente et les dures conditions de travail physique faisaient manque que de nombreuses femmes avaient peu de graisse corporelle, ce qui entraînait des cycles irréguliers ou directement l'absence temporaire de menstruation. Et troisièmement, les grossesses multiples et l'allaitement prolongé réduisaient encore davantage le nombre de menstruations au cours de la vie. En d'autres termes, moins de règles, mais non moins douloureuses ou inconfortables pour autant. Lorsqu'arrivait ce moment du mois, les femmes n'avaient rien qui ressemblait à un tampon ou à une serviette. Leur première défense était les sous-vêtements de base. Une chemise de nuit en lin, longue, lavable, qui servait de barrière pour protéger les robes les plus chères des taches. Mais lorsque les saignements étaient intenses, elles devaient recourir à des solutions plus élaborées, comme la serviette de thé. Il s'agissait d'une sorte de vêtement primitif qui s'attachait à la taille et passait entre les jambes, auquel on ajoutait des chiffons absorbants à l'intérieur. Les chiffons usagés étaient lavés, séchés et réutilisés encore et encore, mois après mois. Une femme pouvait changer entre 12 et 20 fois sa serviette improvisée par jour, selon le flux. Le processus était épuisant, inconfortable et absolument nécessaire. Pour celles qui ne pouvaient pas se permettre du tissu, on avait recours à des alternatives plus humbles, mousse, laine de mouton, herbes sèches, tout matériau qui absorbait ne serait-ce qu'un peu. Ces options, cependant, augmentaient le risque d'infection et d'inconfort constant. Les jours de flux plus légers, certaines femmes choisissaient simplement de se fier aux couches plus épaisses de leur jupon, espérant que le tissu absorberait suffisamment. Plus tard, lorsque les culottes fendues se sont popularisées, elles n'offraient donc guère de protection réelle contre les saignements. Elles étaient conçues pour faciliter l'utilisation du pot de chambre, non pour gérer les menstruations. Ainsi, la femme victorienne devait supporter l'inconfort en silence, sous des kilos de soie et de dentelle, en maintenant en public une image de grâce et de sérénité qui contrastait brutalement avec ce qui se passait en privé. Le silence social autour du sujet aggravait la situation. Personne n'en parlait, et pourtant toutes les femmes en souffraient. Douleur, taches, odeur, fatigue. Tout devait être caché avec discrétion. La force féminine résidait dans cette capacité à supporter sans se plaindre, à continuer de danser, de sourire ou de se promener sous le poids de robes immenses, tout en luttant secrètement contre l'un des inconforts les plus difficiles à gérer. Ainsi, les menstruations à l'ère victorienne n'étaient pas seulement une question biologique, mais un reflet de plus du sacrifice et de l'invisibilité auxquels les femmes étaient condamnées. Leur corps était soumis à la discipline de fer de la mode et au silence imposé par les normes sociales. Ce que nous considérons aujourd'hui comme un besoin fondamental de santé féminine était alors un tabou entouré de douleur, d'improvisation et de résignation. Si le quotidien d'une femme victorienne était déjà un défi en raison du manque d'hygiène moderne, maintenir propres ces robes gigantesques était un véritable cauchemar. Les tenues de gala, faites de velours, de soie, de dentelle et ornées de mètres de volants et de dentelles délicates, n'étaient bien pas conçues pour être lavées fréquemment. En fait, la plupart d'entre elles ne connaissaient jamais ce que nous appellerions aujourd'hui un lavage complet. La lessive victorienne était un rituel épuisant. Pour une famille ordinaire, la lessive générale n'était effectuée qu'une ou 2 fois par an lors de ce qu'on appelait avec résignation la grande lessive. Ce processus était si ardu qu'il nécessitait des jours entiers. Transporter des seaux d'eau, la chauffer sur le feu, frotter les vêtements avec du savon fort et les laisser sécher à l'air. C'était un travail exténuant qui incombait presque toujours aux servantes ou aux lavandières, qui finissaient avec le dos brisé et les mains à vif. C'est pourquoi les robes n'étaient même pas lavées, comme nous l'imaginerions aujourd'hui. Immerger une robe de soie dans l'eau pouvait la ruiner pour toujours.
Au lieu de cela, on avait recours à des méthodes alternatives. Les saupoudrer de talc, les brosser avec soin et aérer le tissu pour dissimuler les odeurs. Le talc n'éliminait ni la sueur ni la saleté. Il les recouvrait simplement d'une fragrance poudreuse qui, après un certain temps, se mélangeait à l'odeur corporelle. C'était une tromperie pour les sens, plus qu'un véritable nettoyage. Lorsqu'elles n'étaient pas utilisées, les robes étaient pliées avec le plus grand soin et rangées dans des malles en cèdre ou dans des armoires doublées pour éloigner les mites. Les tenues étaient de véritables trésors, des pièces artisanales cousues à la main avec les meilleurs matériaux disponibles. Elles étaient conservées jusqu'à ce qu'elles soient usées ou que l'odeur soit si pénétrante qu'il devenait impossible de l'ignorer. La véritable protection contre la saleté se trouvait dans les couches inférieures. Les chemises de nuit en lin, les jupons et les crinolines absorbaient la sueur et protégeaient les tissus les plus délicats. Ces vêtements pouvaient être lavés relativement fréquemment, bouillis dans de l'eau avec du savon fort et frottés jusqu'à ce qu'ils soient aussi propres que possible. C'étaient les barrières invisibles qui prolongeaient la vie des robes extérieures, sacrifiant leur propre fraîcheur au profit de l'apparence impeccable que la société exigeait. Dans le cas des femmes de la haute société, le travail incombait à une troupe de servantes chargées de laver, brosser et aérer constamment les vêtements. En revanche, pour les femmes pauvres, avec à peine 1 ou 2 robes disponibles, le nettoyage était encore plus difficile. Souvent, elles les rapiéçaient et les utilisaient jusqu'à ce qu'elles se désagrègent, littéralement. Une robe devait durer des années, même si elle sentait, même si elle était tachée, car la remplacer était un luxe à la portée de très peu de personnes. Ainsi, la beauté victorienne avait un prix caché, des heures interminables de travail physique, des odeurs persistantes et des vêtements qui, bien que resplendissants dans les salons, cachèrent la marque de l'effort humain. L'image d'élégance et de sophistication que nous admirons tant aujourd'hui était soutenue par un système de sueur, de sacrifice et, surtout, de résignation face à une hygiène incomplète. Après ce parcours à travers les secrets cachés de la vie victorienne, il est inévitable de ressentir un contraste entre l'image d'élégance que nous montrent les tableaux et photographies de l'époque et la rudesse de ce qui se cachait derrière. Ces robes spectaculaires, symboles de statut et de féminité, cachèrent des couches d'inconfort, de sueur et de douleur. Chaque dame victorienne devait vivre avec le paradoxe de paraître impeccable à l'extérieur, tandis que son corps souffrait à l'intérieur. Corset qui asphyxiait, peau de chambre improvisée, menstruation gérée avec des chiffons et de la mousse, robe qui était à peine lavée et odeur que l'on tentait de dissimuler avec du talc. L'ère victorienne fut une époque de discipline de fer, où l'apparence était tout. Le silence était obligatoire. Personne ne parlait de l'inconfort, de la douleur ou du manque d'hygiène. Les femmes devaient sourire, danser et poser comme des statues de porcelaine, alors qu'en réalité, elles étaient piégées dans un système qui leur exigeait un sacrifice constant. La grandeur de la mode victorienne était construite sur l'invisibilité de l'effort féminin et sur la résignation de leur corps. Aujourd'hui, en regardant en arrière, cela peut nous sembler presque inconcevable. Nous sommes surpris de penser que les villes étaient inondées de déchets, que l'urine servait à fabriquer de la poudre, qu'un simple épi de maïs pouvait devenir un outil de nettoyage ou qu'une robe n'était lavée que 2 fois par an. Et pourtant, tout cela était réel. Cela faisait partie du quotidien de millions de personnes. La question qui reste en suspens est inévitable. Si vous aviez l'opportunité de remonter le temps, accepteriez-vous de vivre entouré de soie, de dentelle et de glamour, sachant que vous devriez également affronter la saleté, l'odeur et l'inconfort extrême? Peut-être que la réponse n'est pas si évidente. La vérité est que, au-delà de la fascination pour l'esthétique victorienne, ce voyage nous rappelle que l'histoire de l'humanité est aussi faite de sueur, de tabous et de sacrifices invisibles, et que derrière chaque robe resplendissante se cachait une femme qui, en silence, supportait ce que personne n'osait raconter. Alors, maintenant, je vous invite à réfléchir. Oseriez-vous échanger votre salle de bain moderne contre un pot de chambre caché sous le lit? Accepteriez-vous de vivre avec l'inconfort constant de ces tenues? Laissez-nous votre réponse dans les commentaires et partagez votre opinion. Après tout, connaître la vérité derrière l'histoire nous aide à apprécier beaucoup plus le confort dont nous jouissons aujourd'hui.